On a trouvé des tombes. كما عثر في مدينة نيم على قبور تتبع الطقوس الإسلامية، ووجدت أيضا نقوش عربية في مناطق مختلفة من جنوب فرنسا، En arabe, et donc il y a une occupation. وهذا يدل على وجود عربي مسلم في الجنوب الفرنسي لقرون عدة. Du sud de la France pendant plusieurs siècles, et donc des mélanges. هل هناك عرق بشري نقي أم هذا مجرد أسطورة؟ Les langues. لغات أوروبا تنتمي في معظمها إلى عائلة واحدة، وهي عائلة اللغات الهند-أوروبية، لكن ليست كل لغات أوروبا هند-أوروبية، فاللغة الباسكية والفنلندية والإستونية ليست كذلك، بينما تنتمي لغات معظم أوروبا إلى هذه العائلة. Les musées européens se sont. تشكلت المتاحف الأوروبية بطرق مختلفة في تعاملها مع حضارات العالم أجمع، أحيانا عبر الشراء، لكن غالبا أيضا بطرق عنيفة، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من المتاحف الأوروبية في برلين والمتحف البريطاني واللوفر وغيرها، وكذلك متحف كيب برانلي وهو متحف الأنثولوجيا في باريس، تشكلت مجموعاتها أحيانا بطرق غير نزيهة. Se sont constitués des fois de manières qui sont pas du tout honnêtes, soit effectivement. ماذا يلفتك في حضارة العرب والمسلمين؟ Mais en même temps, comme on a les. يمكن لوسائل الإعلام والتلفزيون وغيرها أن تحافظ على مكانة العربية الفصحى كلغة رسمية. L'arabe littéraire comme langue officielle. ليس من السهل على ذاكرة جماعية أن يأتي من ينسف السائد فيها على مدى أجيال متسلحاً بأدواته العلمية والبحث التاريخي. في فرنسا اعتقاد سائد بأن الشعب الفرنسي امتداد للغاليين، أي أن فرنسا ابنة الغال، فسميت عشرات الأماكن إن ليس المئات بهذا النسب. لكن عالم الآثار والمؤرخ الفرنسي جون بول ديمول فاجأ شعبه بعدم صحة هذا السائد ليقول لهم إن الفرنسيين ليسوا كما اعتقدوا، وليسوا شعباً ذا أصل واحد، كأنه يقول إن السرد يكون أحياناً أقرب إلى الخيال السياسي منه إلى الحقيقة التاريخية. ديمول لم يتسلح فقط بالبحث التاريخي ليثبت ما يتوصل إليه من نتائج، بل بطبقات الأرض التي تظهر من باطنها ما يخالف السائد في ظاهرها. أهلا بكم في 50 دقيقة. يقول بعضهم إن علم الآثار عدو الأيديولوجيات والشعارات السياسية، ونتائجه الموضوعية قد تغضب المؤمنين بالسائد، خاصة إذا مرت عليه قرون وتوارث ذلك الأجيال المتعاقبة. ضيفنا اليوم عالم آثار ومؤرخ فرنسي قال للفرنسيين إنكم لستم كشعب امتدادا خالصا للغال. نفهم ذلك وأبعد مع ضيفي من باريس المؤرخ وعالم الآثار جون بول ديمول من باريس كما قلت. أهلا بك معنا سيد جون بول في 50 دقيقة. وأسألك بداية، كيف ولدت هذه الفكرة لدى الفرنسيين بأن الشعب الفرنسي هو امتداد للغال أو الغاليين؟ En réalité, les Gaulois ne sont nos ancêtres, ne sont les ancêtres des Français que vers la fin du 19e siècle. Parce qu'en réalité, les Gaulois, nous ne les connaissons que par les témoignages des historiens grecs et romains qui les présentent comme des sortes de sauvages qui vivent au fond des bois, qui se battent tout nus, qui ne se rasent pas la barbe, contrairement aux Grecs et aux Romains. Et en plus, ils vont être vaincus, les Gaulois. Ils sont vaincus par les Romains. Donc, commencer une histoire nationale par une défaite, c'était effectivement un peu difficile.
Donc les rois de France, ils disaient qu'ils descendaient des rois de la ville de Troie, qui est décrite par Homère dans la célèbre épopée l'Iliade, et les aristocrates français disaient qu'ils descendaient des Francs de Clovis, c'est-à-dire les populations germaines qui s'installent en France à peu près vers la fin du 5e siècle de l'ère commune. Donc les Gaulois, ça n'intéressait pas grand monde à part quelques érudits. Mais en 1870, la France, gouvernée par Napoléon III, est battue face à la Prusse de Bismarck et de Guillaume Ier, ce qui permet de proclamer la Troisième République. Donc cette République, elle va naître d'une défaite. Donc ça rend la défaite face aux Romains, la défaite des Gaulois, ça la rend plus acceptable puisque la République elle-même est née d'une défaite. Donc on va commencer à parler des Gaulois à ce moment-là, d'autant plus que la République rend l'école obligatoire pour tous les petits Françaises et Français. Donc il faut forger effectivement une histoire nationale. Et en plus, la France est en train d'entreprendre un empire colonial en Afrique, en Asie du Sud-Est. Et dans les manuels scolaires, on va expliquer, eh bien, de même que nous sommes en train de civiliser les populations colonisées, de même les Romains nous ont apporté la civilisation. Donc c'est cet ensemble de faits historiques qui va permettre de revendiquer cette histoire des ancêtres gaulois, mais sans que, même jusqu'à aujourd'hui, on y croit complètement. Quand on dit nos ancêtres les Gaulois, quelquefois ça fait sourire. Il y a le terme français de gauloiserie, d'après le terme gaulois, mais qui veut dire plutôt plaisanterie un peu légère. Et les Gaulois, on connaît bien sûr les bandes dessinées Astérix et les Gaulois, mais qui sont justement une espèce de second degré, où les Romains ont conquis la Gaule, mais il y a un petit groupe de Gaulois qui vont résister et qui vont régulièrement frapper les Romains, les ridiculiser, etc. Et le seul moment où on verra ressurgir cette idée des Gaulois, c'est comme par hasard pendant l'occupation allemande entre 1940 et 1944, parce que le maréchal Pétain va dire eh ben, vous voyez, de même que de la défaite des Gaulois face aux Romains, un nouveau monde est né, et bien de même une collaboration efficace avec nos vainqueurs allemands devrait permettre d'instituer un ordre nouveau. Donc voilà. طب حتى نفهم بالتدريج يعني هؤلاء الغاليون أين كانوا؟ يعني وين كان مراكز تجمعهم بداية؟ Oui, en plus, la façon dont on va présenter les Gaulois dans ces livres d'histoire pour les enfants n'est pas conforme à l'histoire réelle. Parce que ce qu'on appelle les Gaulois, c'est une partie ou des fois synonyme de ce qu'on appelle la civilisation celtique qui s'étendait depuis l'Angleterre jusqu'à l'actuelle République tchèque, en englobant toute la France, la moitié sud de l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, donc une vaste civilisation dont il n'y avait pas de particularité spéciale de l'actuel territoire français. C'était une civilisation beaucoup plus large que l'actuel territoire français. Et symétriquement, l'actuel territoire français lui-même était loin d'être homogène, puisque le vainqueur des Gaulois, Jules César, a laissé un livre qui raconte sa guerre, De Bello Gallico en latin, et la guerre gauloise
en français, eh bien, il commence en disant la Gaule, et pour lui c'est essentiellement une notion géographique, Gallia en latin. Elle se divise en 3 parties qui n'ont rien à voir du point de vue des langues, des lois et des mœurs. Donc trois parties déjà bien différentes au sein de ce vaste ensemble. Et en plus, l'archéologie maintenant nous montre que, et également un certain nombre de témoignages historiques, que l'actuel territoire français, cette Gallia, était divisé en fait en une 60 petites cités-États, de petites villes, et qui étaient toutes indépendantes, qui étaient souvent en guerre les unes contre les autres, qui avaient chacune leur propre monnaie. Donc il n'y avait absolument aucune unité. À la fois, par excès, c'est un ensemble bien plus vaste que l'actuel territoire français, et par défaut, ce territoire est de toute façon très morcelé. Donc l'idée d'une identité nationale gauloise est un profond contresens historique. طيب خطرني الآن قبل أن أكمل الأسئلة، من الذي منح فرنسا التي نعرفها الآن هذا الاسم فرنسا؟ Alors donc, sous les Romains, on parlait de Gaule, Gallia, et on est au sein de l'Empire romain. Et puis l'Empire romain, à partir du IVe siècle, va progressivement se morceler. Il y a des populations essentiellement germaniques tout autour qui pénètrent, qui se mélangent petit à petit dans l'Empire, des fois de manière un peu violente, mais souvent de manière pacifique. Ils sont petit à petit assimilés. L'armée est composée en grande partie de populations d'origine germanique, et l'administration de l'Empire aussi. Et donc, l'une de ces populations germaniques, qu'on appelle les Francs, justement, qui vivaient sur l'actuelle Belgique à peu près, eh bien, va étendre ses conquêtes, mais au sein de l'Empire, et donc sous l'égide d'un chef franc qui s'appelle Clovis, ou Clodovig, qui donnera le nom Louis actuel en français, ou Ludwig en allemand. Et donc lui va s'installer, sortir de la seule Belgique pour s'installer dans une partie de la France actuelle, et en même temps comme plus ou moins reconnaissant l'Empire romain, parce qu'il avait aussi le titre de consul. Donc il va s'étendre sur tout le sud-ouest de la France actuelle, sauf la Bretagne et sauf le sud-est, mais en englobant aussi une partie de la Belgique et de l'Allemagne. Donc le territoire de Clovis, quand il meurt en 511, n'a toujours aucun rapport avec l'actuelle France métropolitaine, d'autant que quand il meurt, son empire est partagé entre ses 4 fils, donc de manière qui évidemment n'a aucun rapport non plus avec la France actuelle. Donc le fait qu'il s'appelle Franc, Clovis est en latin, puisque c'est le latin qui s'impose, la langue germanique des Francs disparaît très vite, parce que les Francs, quand ils arrivent, sont à peu près 100 000, alors que la Gaule romaine, c'est à peu près 10 millions de personnes. Donc les Francs disparaissent culturellement et linguistiquement au sein du territoire de la Gaule romaine, que nous appelons maintenant la France, mais le chef va porter en latin le titre de Rex Francorum, de roi des Francs. Et plus tard, 3 siècles plus tard, quand l'empereur Charlemagne, qui est revendiqué aussi bien par les Français que par les Allemands, sera
considéré comme empereur de l'Empire romain, qui continue à vivre, au moins fictivement, et aussi roi des Francs et roi des Lombards, hein, qui sont les occupants du sud de l'Italie. Donc toujours Rex Francorum, puisque c'est toujours le latin qui est la langue commune. Donc ce terme de franc, de ces guerriers qui sont venus de la Belgique actuelle, eh bien on va petit à petit parler de Francia pour parler du territoire, même si plus personne ne parle le francique, qui était la langue germanique des Francs. Et on va parler donc de Francia qui va donner France et plus tard la monnaie avant l'euro, la monnaie de la France s'appelait aussi des francs, donc ce terme. Et effectivement, c'est ce qui complique aussi l'histoire de France, c'est que les Romains, donc on voit, ils sont vaincus au moins militairement par les Francs qui s'installent dans leur domaine, mais qui se mélangent culturellement. Donc ça fait également une défaite des Romains face aux Francs, mais aussi une défaite culturelle des Francs, puisqu'il ne reste pratiquement rien de la civilisation, de la société, du langage des Francs, sauf quelques mots dans le français actuel. أجوبة غزيرة بالمعلومات يعني النافعة والممتعة حقيقة. استمعت إلى بعض حواراتك، كان لك شيء لافت عندما قلت إن العرب والمسلمين هم جزء من النسيج الفرنسي ومن تكوين الشعب الفرنسي وليسوا ظاهرة مهاجرين طارئة. إذا كان بالإمكان أن نعرف أكثر، تفسر لنا أكثر؟ Oui, donc quand les troupes de Tariq au 8e siècle de l'ère commune traversent le détroit de Gibraltar et laissent son nom au détroit, c'est Jebel al-Tariq, ils s'installent dans toute l'Espagne et d'ailleurs ce n'est pas complètement une invasion puisqu'ils étaient appelés par un des princes wisigoths qui occupait l'Espagne actuelle contre un autre. Donc ils venaient aussi parce qu'on leur demandait de venir. Donc ils s'installent sur toute l'Espagne et sur une partie du sud de la France, de Narbonne par exemple. On a des témoignages écrits qui parlent de Narbonne sous la forme de Harbouna. On a trouvé des tombes de rites musulmans dans la ville de Nîmes. On a des inscriptions un peu partout dans le sud de la France qui sont des inscriptions en arabe. Et donc il y a une occupation arabo-musulmane, arabo-berbère du sud de la France pendant plusieurs siècles et donc des mélanges de population et également des témoignages du commerce, notamment dans la ville de Marseille, où on a retrouvé aussi des installations de potiers de style arabe et on a donc globalement une présence arabe dans tout le sud de la France et les relations sont plutôt pacifiques parce que on parle ensuite au XIIe siècle est composé ce qu'on appelle la chanson de Roland qui raconte que l'empereur Charlemagne va en Espagne pour se battre contre les Arabes, les Sarrasins comme on dit à l'époque. Or, en fait, les sources de l'époque ne disent pas du tout ça. Ils disent qu'un des princes arabes va appeler Charlemagne pour l'aider dans son combat contre un autre à l'intérieur de l'Espagne. Et donc, si Charlemagne descend en Espagne, c'est à l'appel d'un des princes arabes. Et puis finalement, les princes en question se sont réconciliés, donc Charlemagne repart, mais comme la troupe va piller une ville du Pays Basque actuelle, Pampelone, eh bien l'arrière-garde de Charlemagne dans les Pyrénées, qui est commandé par un comte qui s'appelle Roland, va être attaqué et décimé par les habitants basques, mais pas du tout par des Arabes. Et donc, 3 ou 4 siècles plus tard, cette histoire va être complètement transformée dans
dans le cadre des croisades, puisque à partir de la fin du XIIe siècle, une partie désormais occidentale va attaquer Jérusalem et installer pendant 200 ans à peu près des petites principautés gouvernées par des princes, des petits rois occidentaux qu'on continue d'ailleurs à appeler les Francs dans ces régions. Donc c'est là qu'on va transformer la chanson, le sens de l'histoire réelle de Charlemagne en Espagne, et en même temps ces conquêtes provisoires dans le Levant, quoi, sur l'actuel territoire le long de la Méditerranée orientale, eh bien, vont être aussi un moyen de fusion culturelle entre les sociétés occidentales et les sociétés arabo-musulmanes. Et on sait bien qu'une partie des textes antiques, grecs et latins, vont être transmis via les érudits, via les savants arabes pour revenir dans l'Europe occidentale. Donc c'est pas du tout une période bien sûr c'est une période où il y a aussi des violences, mais il y en a toujours eu. L'Empire romain était très violent, il s'étend par la violence, c'est un empire esclavagiste, mais il y a aussi une vraie fusion des traditions culturelles à cette époque, aussi bien en Espagne que dans la moitié sud de la France. انطلاقا مما تفضلت سيد ديمول، هل هناك عرق بشري نقي أم هذا مجرد أسطورة؟ Je terminerai, je reprends juste très brièvement sur cette question des relations avec les Arabes. C'est qu'on compte actuellement plusieurs centaines de mots d'origine arabe et qui datent de cette époque du Moyen-Âge dans le français actuel, même s'il y aura ensuite une autre partie de vocabulaire d'origine arabe qui va venir avec la colonisation française dans le nord de l'Afrique, et aussi avec les migrations récentes du XXe et du XXIe siècle. Mais donc globalement, il n'y a qu'une seule espèce humaine, qu'on appelle en langage technique Homo sapiens, qui apparaît en Afrique. Une des plus anciennes formes d'Homo sapiens identifiées, c'est à Djebel Irhoud au Maroc, dans la partie occidentale du Maroc. Donc les Homo sapiens apparaissent petit à petit entre 300 000 et 200 000 ans en Afrique, et à partir de 150 000 ans, 100 000 ans, une partie de ces Homo sapiens africains va migrer dans le reste du monde. D'abord en Asie et en Europe, et même en Amérique. Jusqu'à là, il n'y avait aucune présence humaine en Amérique. En Amérique, à partir de 25 000 ou 30 000 ans. Et en Europe, à partir de 40 000, 45 000 ans. Donc, c'est des Homo sapiens qui ont la peau sombre, d'ailleurs, parce qu'ils viennent d'Afrique, et qu'en Afrique, vous avez intérêt à avoir la peau sombre pour vous protéger des rayonnements solaires. En revanche, à chaque naissance, ce qu'on appelle des fois la loterie génétique, certains gènes peuvent vous donner un certain nombre de caractères négatifs ou positifs, dont une peau un peu plus claire. Et plus vous allez aller vers le nord de l'Europe et de l'Asie, plus le fait d'avoir une peau un petit peu plus claire vous permet de mieux assimiler le rayonnement solaire, qui justement est beaucoup plus faible, et de plus en plus faible quand on va vers le nord. Donc c'est ça qui fait que une partie des humains vont avoir la peau plus claire. Donc ce qu'on appelle les races actuelles, c'est un très mauvais terme, parce qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine, tous les humains se mélangent, mais effectivement ce qu'on appelle la sélection naturelle, donc la couleur de la peau liée à l'ensoleillement, et aussi ce qu'on appelle la sélection sexuelle, c'est-à-dire que certains traits vont être privilégiés, couleur d'yeux, forme des yeux, couleur des cheveux,
dans des régions, et puis aussi le fait de vivre tous dans la même région, on se marie avec des gens proches, vont faire que vers 30 000 ans, 20 000 ans, vont apparaître petit à petit ce que nous nommons entre guillemets des races, mais qui sont simplement des différences géographiques. Donc effectivement, un Inuit, un Esquimau, il est très différent d'un habitant de l'Afrique du Sud, mais on trouvera exactement tous les intermédiaires quand on descend du nord au sud. Et d'ailleurs, ce terme de race pose des problèmes parce que la Constitution française dit que tous les citoyennes et citoyens sont égaux sans distinction de religion, de race. Et il est question justement de supprimer ce mot race de la Constitution. En même temps, des fois on parle de gens racisés si ces gens sont d'un type un peu différent du type blanc basique. نسمع سيد ديمول عن الهنود الأوروبيين وأن اللغات في أوروبا انبثقت عن الهندو أوروبية سواء جرمانية أو لاتينية أو حتى سلافية. حقيقة في يعني على مر التاريخ من كانوا يسمون الهنود الأوروبيون؟ Les langues d'une partie de l'Europe, d'une majorité de l'Europe, mais pas de toute l'Europe. Il y a des langues qu'on ne classe pas dans le groupe des langues indo-européennes, comme les Basques, la Finlande, l'Estonie. Mais sinon, une grande partie des langues de l'Europe appartiennent à une même famille de langues, ainsi que les langues d'une partie du nord de l'Inde et d'une partie du Pakistan et de l'Afghanistan et de l'Iran. Donc on les regroupe sous le nom de langues indo-européennes avec l'idée que, et bien de même que ce qu'on appelle les langues romanes actuelles, le français, l'espagnol, le portugais, appartiennent à une même famille parce qu'elles descendent du latin et donc de la des conquêtes romaines. Et bien donc il y aurait eu un petit peuple conquérant quelque part en Asie ou en Europe qui serait parti à la conquête du monde et aurait dispersé sa langue originelle qui en évoluant aurait donné les différentes langues indo-européennes, de même que le latin a donné les différentes langues romanes. Alors c'est à partir du début du 19e siècle, donc il y a 200 ans, qu'on a reconnu cette parenté linguistique qui était déjà un peu soupçonnée avant, et ça fait 200 ans qu'on essaie de l'expliquer en termes historiques avec cette idée d'un petit peuple. Alors l'origine du peuple en question, elle a été retracée dans à peu près toutes les régions de l'Europe et d'une partie de l'Asie. Actuellement, il y en a 3 qui dominent quand on regarde ce qui est publié. L'idée qu'il viendrait du nord de l'Europe, donc on ne dit pas indo-européen en Allemagne, on dit indo-germain, indo-germanen. C'est une théorie qui avait été reprise par le national-socialisme en Allemagne, mais qui repose sur aucune preuve archéologique. Il y a l'idée qu'il viendrait du Proche-Orient et que ce serait les agriculteurs qui, à partir de 6000 avant l'ère commune, vont ensuite diffuser l'agriculture dans toute l'Europe. Et sinon, il y a l'idée qu'ils viennent des steppes de l'actuelle Ukraine et sud de la Russie, et que de là, ils seraient partis à la conquête du monde. Alors c'était plutôt la deuxième hypothèse qui était à la mode dans les années 1980-1990, et maintenant c'est plutôt l'hypothèse des steppes qui est la plus à la mode, parce qu'elle a été renforcée par des analyses génétiques qui disent que vers 3000 avant l'ère commune, des populations venues des steppes se répandent dans le nord de l'Europe. Mais néanmoins, ce patrimoine génétique propre, on ne va pas le retrouver dans toute l'Europe, et il est évident que même s'il y a eu des mouvements venus des steppes, ces phénomènes linguistiques se sont échelonnés sur des siècles, voire des millénaires, avec des mélanges complexes de population et de langue. Il n'y a pas de langue pure. Si vous prenez le cas de l'anglais, par exemple, en principe, officiellement, l'anglais est une langue germanique, mais il n'y a que 25%
de mots anglais qui sont d'origine germanique. Les autres sont d'origine française, latine, etc. Donc toutes les langues sont des mélanges, donc il faut se représenter cette évolution historique comme extrêmement lente, extrêmement complexe, de manière buissonnante et pas du tout comme un point origine et après un peuple conquérant qui va imposer partout ses langues et que ça continuerait comme ça. Mais comme c'est plus facile à dire il y avait un seul peuple avec une seule langue et il s'est répandu partout que de dire mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a des fois un peu de mal et j'ai écrit un gros livre sur ce sujet et je suis en train d'écrire la suite pour répondre aux critiques. Il faut admettre que l'histoire est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien dire et que par exemple les mots communs à l'ensemble des langues indo-européennes, la douzaine de sous-familles, eh bien il y en a très peu, il y en a quelques dizaines, hein, donc c'est pas du tout quelque chose de très unitaire. طيب سيد ديمول، كيف توزعت هذه اللغات في مناطق جغرافية معينة؟ يعني مثلا لو أخذنا اللاتينية نراها مثلا في الدول اللي على المتوسط، يعني مثلا نتحدث عن إسبانيا، فرنسا، إلى جانب إيطاليا، البرتغال، حتى رومانيا. اللغات الجرمانية أكثر في الشمال، اللغة السلافية أكثر في مكان يسمى أوروبا الشرقية. كيف توزعت إذن هذه اللغات على هذه التجمعات البشرية؟ On est encore loin de pouvoir comprendre la manière dont ces langues se sont installées. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a un élément géographique. Donc on a les langues germaniques au nord, les langues slaves en Europe centrale et orientale. Pour les langues romanes, c'est clair, c'est la conquête romaine. De la Roumanie jusqu'au Portugal qui expliquent leur existence. On a aussi des langues qui ont complètement disparu, comme les langues de la Turquie actuelle, ce qu'on appelait le hittite, le phrygien, etc. Elles ont disparu. Il y a aussi une langue indo-européenne en Asie centrale qu'on appelait le tokarien qui a disparu. Donc c'est tout un ensemble avec certainement des mélanges progressifs. On parlait tout à l'heure de la Gaule comme partie du monde celtique. Et ben les langues celtiques dont on a quelques témoignages à l'époque romaine, juste avant la conquête romaine, elles s'étendaient de l'Angleterre jusqu'à la République tchèque, mais maintenant elles n'existent plus que sur toute petite partie, un peu en Bretagne, en Irlande, au pays de Galles, en Écosse, mais ça n'a plus rien à voir avec les normes étendues. Et donc ça, on le sait parce qu'on a des témoignages écrits, mais ce qui a pu se passer dans les millénaires avant, évidemment, nous est complètement inconnu. Donc c'est très progressivement qu'on va approcher, mais il faut combiner les données de l'archéologie, de la linguistique, de la mythologie, puisqu'il y a des mythes qu'on va retrouver dans différentes régions, et de la génétique pour reconstituer cette histoire. Donc petit à petit, on progresse dans les connaissances, mais on est encore loin d'avoir une explication totale, d'autant plus que quelquefois, c'est brouillé par des considérations idéologiques. Là, je parlais de national-socialisme allemand qui s'était emparé de la question, et actuellement encore, on a des tendances idéologiques extrémistes pour exploiter, manipuler cette question qui est purement linguistique et historique. طيب نحن الآن يعني في هذا العالم وفي هذا التوقيت خلص وصلنا إلى مرحلة وجود هذه التجمعات البشرية بلغاتها. طبعا ربما انقرضت مجتمعات سابقة وانقرضت لغاتها كما تفضلت. هل في المستقبل ممكن أن نشهد ظهور ونشوء تجمعات جديدة بلغات جديدة؟
Là, ce que nous connaissons d'un point de vue linguistique, c'est simplement depuis qu'il y a de l'écriture. Alors l'écriture n'apparaît qu'avec les civilisations urbaines, avec les États. Et ça, c'est très récent, ça a seulement 5000 ans. Donc, excusez-moi, donc c'est une durée extrêmement faible. Alors comme je disais tout à l'heure, Homo sapiens, il existe depuis 300 000 ans. Donc ces 5000 ans que nous connaissons, et encore ces 5000 ans, ça ne concerne que les premières écritures en Mésopotamie, en Égypte, un peu plus tard en Chine. Donc ça ne concernait encore qu'une toute petite partie de la Terre. Donc il est évident que si l'espèce humaine ne se détruit pas elle-même, il y aura sans arrêt des évolutions. Les langues n'arrêtent pas d'évoluer. Par exemple, on dit quelquefois que un des plus anciens textes français, c'est la chanson de Roland dont je parlais tout à l'heure. Bien, aucun Français ne comprend la chanson de Roland parce que c'était il y a 800 ans, et en 800 ans, le français a beaucoup évolué. Et les langues n'arrêtent pas d'évoluer. Par exemple, actuellement, le français est de plus en plus mélangé d'anglais. Donc il est certain que dans 1000 ans, ce que parleront les gens qui vivent sur l'actuel sol français n'aura aucun rapport avec le français tel qu'il est parlé, même si les gens érudits pourront lire la littérature française actuelle. Donc tout évolue en permanence, des fois de manière pacifique, des fois de manière violente, par des conquêtes, etc. Mais il est évident qu'on est sans arrêt dans un monde en continuelle transformation. يعني أرجو أن لا أكون قد أتعبتك، لكن هذه يعني أسئلة وأجوبة مهم أن يعرفها المشاهد العربي لأهميتها، وكل توق أصلا لكي أحصل على كتبك في واقع الحال. إذا سمحت لي هيك أن أسألك عن هذه النقطة بخصوص الآن المتاحف في فرنسا. هل فرنسا صادقة فيما تقوله عن المقتنيات في هذه المتاحف؟ أم أنها تكذب أحيانا إرضاء لشعارات وطنية أو سرديات تاريخية معينة؟ Les musées européens se sont constitués de différentes manières par rapport aux civilisations du monde entier, des fois en les achetant, mais souvent aussi de manière violente. Et donc une grande partie des musées européens, que ce soit à Berlin, le British Museum, le Louvre, etc., le musée du Quai Branly, qui est le musée d'ethnologie à Paris, se sont constitués des fois de manières qui ne sont pas du tout honnêtes, soit effectivement par des prises violentes ou en achetant pour des sommes dérisoires. Alors souvent ces musées disent qu'ils sont des musées universels et que c'est normal que leurs biens, que leurs objets viennent d'un peu partout, mais ça ne me paraît pas suffisant. Un des rares d'ailleurs musées universels que je connaisse, c'est le musée du Louvre à Abu Dhabi, où il y a l'ensemble des civilisations humaines des origines à nos jours, et dont on sait qu'il lui s'est constitué de manière tout à fait honnête par des échanges avec différents musées occidentaux. Et donc il y a une prise de conscience maintenant dans les musées occidentaux qu'il y a eu des pillages, et il y a des débuts de restitution. La France a rendu récemment des biens qui avaient été des statues en particulier précieuses qui avaient été volées dans les pays d'origine au moment de la colonisation. L'Angleterre et l'Allemagne ont commencé également. طب ما رأيك
يعني فيما يقال في الغرب ومن ذلك فرنسا بأن الغرب هو الذي أعطى لهذه المقتنيات قيمة ومعنى، لأن الغرب الذي اكتشفها وقام بفك شفرة هذه المقتنيات. Les buts des colonisations occidentales et notamment françaises vis-à-vis de ces objets, c'était un but à la fois de curiosité mais également de connaissance sur ces sociétés. Tandis que les objets dans les sociétés elles-mêmes, c'était les objets normaux de leur croyance, de leur vie quotidienne. Donc ils étaient immergés, ils n'avaient pas aucune séparation entre ces objets et eux-mêmes. Ça faisait partie de leur vie matérielle et immatérielle. Alors que pour les puissances occidentales, et notamment la France, c'était effectivement à la fois montrer le caractère un peu exotique de ces objets, c'était aussi un moyen de connaissance sur ces sociétés. Donc on était dans une vision totalement séparée, justement, pas du tout immergée, contrairement aux sociétés en question. Donc c'était un regard très, très distancié. Et un des grands moments de cette vision, c'était l'exposition universelle, l'exposition coloniale, je veux dire, qui a eu lieu en France au début des années 1930, où on a construit le bâtiment qui est maintenant le musée de l'immigration, et où on avait reconstitué toutes sortes de monuments, le temple d'Angkor, etc., des différents endroits de ce qui était à l'époque l'Empire français. Donc c'était des objets de connaissance, de curiosité aussi, pour montrer, exalter le pouvoir de la colonisation qui était censée apporter la civilisation aux populations colonisées. إذن هل علم الآثار عمليا عدو للأيديولوجيات والشعارات السياسية، وهو ما بدأت به يعني هذه الحلقة؟ L'archéologie, comme n'importe quelle science humaine et sociale, elle peut évidemment être manipulée dans un sens ou dans l'autre, souvent pour des raisons nationalistes. On va expliquer que l'archéologie montre que justement nos ancêtres les Gaulois, ou nos ancêtres les Germains en Allemagne, nos ancêtres les Daces en Roumanie. Mais en même temps, si elle est faite avec sérieux, dans un souci uniquement de connaissances scientifiques, l'archéologie va effectivement déconstruire complètement ces mythologies nationales. Et de ce point de vue-là, l'archéologie n'est pas toujours bien vue par les gouvernements nationalistes. طب يعني حضرتك وأنت تقوم بهذه الأبحاث، ما يعني هل فقط تركز على المناطق الأوروبية وعلى الأخص فرنسا، أم ما يثير اهتمامك في علم الآثار حضارات الشعوب والمجتمعات ليس بالضرورة في أوروبا أو في فرنسا؟ Pour mes recherches de terrain, je les ai fait essentiellement en Europe, dans la mesure où je m'intéresse à l'apparition de l'agriculture il y a 10 000 ans, qui a tout changé dans la trajectoire de l'humanité, puisque avec l'agriculture sédentaire, on est passé de 2 ou 3 millions d'humains sur toute la planète aux 8 milliards actuels. Donc ça, je l'ai étudié concrètement, c'est-à-dire en faisant des fouilles archéologiques uniquement en Europe, notamment en Bulgarie, en Grèce et évidemment en France. Mais justement, comme je m'intéresse à cette période charnière capitale dans l'invention de l'agriculture, j'ai effectivement visité beaucoup de pays, j'ai participé à beaucoup de colloques ou congrès scientifiques avec des collègues archéologues d'autres pays pour échanger nos idées et nos informations. Je lis beaucoup de revues étrangères, donc effectivement si on veut avoir une vue un peu générale de compréhension historique, on ne peut pas rester
ni en France, ni même en Europe. Il faut regarder justement pour voir quelles sont les ressemblances et les différences en particulier. إذن يعني أفهم من ونحن على وشك أن تنتهي هذه الحلقة، يعني أفهم من كلامك أنه لا يجوز أن يرى مجتمع أو تجمع نفسه بأنه أفضل من الآخر. إذن نحن نتحدث عن نتاج لحضارات متشابكة متداخلة، عرب أثروا في أوروبيين، أوروبيين أثروا في عرب، إغريق أثروا في غيرهم، صينيون أثروا في غيرهم. هكذا يجب أن نفهم يعني وأن يعني نعتقد بهذا الأمر. Il est évident qu'aucune société, aucune civilisation, aucune culture n'est supérieure à une autre. Chaque société a apporté des choses à l'histoire de l'humanité, même si aussi un certain nombre de sociétés ont eu des aspects extrêmement négatifs. On parlait du national-socialisme tout à l'heure, des violences qui sont dues à la colonisation européenne du monde. Donc il y a eu des aspects certainement, indiscutablement extrêmement négatifs d'un certain nombre de sociétés dans l'histoire. Mais globalement, chaque société a apporté sa pierre à l'histoire humaine, et on ne peut pas considérer qu'il y en a qui seraient supérieurs aux autres. Simplement, il y en a qui dominent pendant un certain temps. Par exemple, l'Empire romain a dominé la Méditerranée pendant 4 ou 5 siècles. Les Européens, avec la colonisation, ça aura duré à peu près aussi 5 siècles, et on voit bien que la domination européenne du monde est en train de s'effacer. Donc c'est ça l'histoire humaine. C'est pour ça que l'archéologie est importante, parce qu'elle nous permet de prendre du recul sur ce qui s'est passé, de s'interroger sur la manière dont des sociétés ont pu s'effondrer ou au contraire survivre, etc. ماذا يلفتك في حضارة العرب والمسلمين؟ C'est assez fascinant, si vous voulez, que cette culture, cette société qui était dans un premier temps limitée à la péninsule arabique, et puis aller, comme on vient de le dire, sur une grande partie de l'Afrique, l'Espagne, le sud de la France, mais également via l'Empire ottoman, tout le quart sud-est de l'Europe, qu'elle ait pu apporter toute une série de nouveautés, que ce soit de manière matérielle, comme la cuisine, l'architecture, la musique, ou au contraire de manière immatérielle, avec les grands poètes, les grands écrivains, mais aussi de manière scientifique. On sait bien que le mot algorithme, par exemple, en informatique, vient de algorithmie, l'algèbre et toute une série de sciences. Donc il est évident que ça a été tout à fait important dans l'histoire humaine. أخيراً، ولو هيك كلمات عن اللغة العربية. بعض المستشرقين يقولون اللغة العربية اللغة الوحيدة التي ما زالت كما ولدت، لم تتغير. ما رأيك في اللغة العربية عندما تبحث فيها؟ Je ne suis pas du tout linguiste, donc je peux pas je peux vous dire que ce que j'ai appris par mes collègues linguistes. Je sais qu'il y a un arabe littéraire qui s'est maintenu effectivement jusqu'à aujourd'hui, et qu'après il y a toutes sortes de dialectes ou d'arabes locaux, que celui qui est parlé en Irak est très différent de celui qui est parlé en Mauritanie, même si on arrive à se comprendre, et c'est assez logique. C'est comme le latin a donné les différentes langues romanes. C'est sûr que si
que les Arabes des différentes nations actuelles pourraient avoir tendance ensuite à se différencier, mais en même temps, comme on a les médias, les télévisions, etc., ça peut maintenir effectivement le statut de l'arabe littéraire comme langue officielle, sachant, comme je dis, que c'est pas du tout ma spécialité. Hein. Je suis passionné par les langues, l'histoire des langues, mais c'est pas du tout ma spécialité. شكرا لك من باريس عالم الآثار والمؤرخ جان بول ديمول لوجودك معنا في 50 دقيقة. Au revoir. Au revoir. وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. تحياتي.